Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux gestes explicites de gestion des comportements. La semaine dernière, nous avons posé les bases théoriques. Nous avons défini ce que sont les gestes explicites, en quoi ils s'inscrivent dans une démarche professionnelle structurée et comment ils contribuent à installer un climat de classe à la fois serein, sécurisant et propice aux apprentissages. Aujourd'hui, nous donnons la parole au terrain. Vous allez entendre deux témoignages complémentaires, celui d'une collègue du premier degré et celui d'une enseignante exerçant au collège. Elles partagent chacune des situations concrètes, les gestes qu'elles mobilisent au quotidien, ce qui fonctionne, ce qui demande des ajustements et comment ces pratiques contribuent à soutenir les apprentissages et l'engagement des élèves. Merci à Clara Etner et Isabelle Digard pour la préparation de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Madame Mamilone, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre salle de classe. Donc, vous êtes enseignante en cycle 3, professeure des écoles dans l'école Louis Pasteur à Saint-Denis, donc dans le réseau REP+ La Courtille. Et vous nous accueillez dans votre classe pour nous raconter vos expériences d'enseignement explicite des comportements avec vos élèves de CM1. Donc, première question qu'on voudrait vous poser, c'est de savoir comment vous en êtes venu à l'enseignement explicite des comportements. Alors l'idée m'est venue parce que dans le cadre d'une liaison école-collège, on a eu le retour des collègues du collège qui nous ont expliqué qu'ils avaient rencontré des problèmes relatifs au comportement des élèves de 6e. Et ces problèmes, nous, on ne les retrouvait pas en fait quand les enfants étaient encore avec nous à l'école élémentaire. Et de cela, nous est venue l'idée de questionner un petit peu notre manière d'enseigner les compétences psychosociales, mais aussi comment justement leur enseigner les comportements attendus, que ce soit à l'école élémentaire et que ce soit au collège. Donc en partant de l'idée que si des élèves à la fin du CM2 ont un comportement en classe et que ce comportement est différent quelques mois plus tard quand ils passent en 6e, c'est que c'est le contexte autour d'eux et non pas eux qui ont changé. Tout à fait. Donc vous avez mis en place une séance d'enseignement explicite des comportements. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette séance ? Bien sûr. Alors, cette situation d'enseignement explicite des comportements, elle a eu lieu la veille d'une sortie. Il s'avère qu'avec les CM1, nous devions nous rendre dans une pépinière qui est dans le 20e arrondissement de Paris et que nous devions prendre une ligne de bus et 3 lignes de métro. Il s'avère que ce sont des enfants qui sont... En tout cas, l'école est un petit peu excentrée des métros, donc ce ne sont pas des enfants, d'après ce que j'avais pu recenser, qui prenaient souvent le métro. Toutes les consignes de sécurité ont donc été explicitées, mais il a fallu aussi s'entraîner dans l'école. Avec le matériel qui avait été déjà cité, il y avait des chasubles, il y avait des brassards. Donc on a bien montré que les chefs de rang seraient en orange et l'intérieur du groupe serait en jaune. On a aussi mis nos brassards et nos chasubles. Et donc on est allé dans l'école se promener. Surtout dans l'idée de leur dire, voilà, là on est dans le métro et voilà comment on doit se déplacer. Donc tout ce qu'on attendait d'eux, c'était qu'ils restent bien groupés, que lorsqu'on allait monter l'escalier, il fallait bien monter à droite et descendre à droite, puisque dans le métro parisien, c'est comme ça que ça se passe. En termes de consignes de sécurité, c'était lorsqu'on arrive sur un quai, comment est-ce qu'on se comporte, où est-ce qu'on attend le métro. Donc on leur avait montré comment se mettre contre un mur pour vraiment être tout en sécurité, comment est-ce qu'on montait dans une rame et comment est-ce qu'on en ressortait. Lorsqu'on en ressortait, où est-ce qu'on se plaçait pour attendre que toute la classe allait arriver. C'est vrai que sur le coup, les enfants ont pris ça comme un jeu, mais on essayait de leur rappeler aussi avec la directrice qu'à ce moment-là, on était vraiment en train de leur enseigner le comportement qu'on attendait d'eux et d'elles dans le métro le lendemain. Dès le lendemain, dès qu'on a ressorti ce matériel, ils savaient très bien ce qu'on attendait d'eux et d'elles, et on a pu vraiment transposer cette situation dans le métro parisien. Donc la séance de modelage où vous leur avez listé les comportements attendus, la séance de pratique guidée où ils l'ont fait à l'école et finalement la pratique autonome, c'était dans le métro. Dans le métro parisien, exactement.
Et alors, ils se sont bien comportés? Ils se sont extrêmement bien comportés. Il y avait juste le moment du passage des portiques que je n'avais pas anticipé. Et les élèves ne savaient pas mettre les tickets, les récupérer. Ils avaient un petit peu peur de passer ce portique. Et c'était vraiment ce que j'ai oublié en fait d'anticiper. Ça veut dire qu'une fois qu'ils avaient passé le portique, ils savaient plus du tout où se mettre, où attendre, quoi faire de leur ticket. Et là, ça m'a vraiment prouvé que le fait qu'on ait déjà anticipé certains comportements attendus, ça les rassure. Vraiment, ça les met dans un cadre, mais c'est extrêmement rassurant pour eux et elles. Alors, je suppose que vous étiez contente de cette expérience et que vous avez eu envie de les féliciter. Je veux vous poser la question du renforcement des comportements positifs de ces élèves. Et comme on est dans votre salle de classe, je vois derrière vous, collé au mur, un tableau avec des prénoms et des clés blanches, jaunes, rouges, vertes, bleues, marron, noires et grises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, c'est inspiré des ceintures de comportement de Fernand Houry. Nous, dans notre école, on les a renommées les clés de l'autonomie, puisqu'on voulait aussi que ce soit quelque chose un petit peu métaphorique. On leur donnait les clés pour ouvrir les portes de l'autonomie. Ça, c'est un dispositif qui est mis en classe pour renforcer les comportements positifs, où les enfants, en fonction de la couleur de leurs clés qu'ils et elles demandent, vont pouvoir avoir des devoirs et aussi des droits. Ce dispositif, il est extrêmement intéressant puisqu'il va vraiment renforcer les comportements positifs. Et en cas de transgression d'une loi, parce qu'il y a les lois des classes qui sont communes à toutes les classes, en tout cas des cycles 3, l'enfant, ce qui peut se passer, l'élève va basculer en clé grise. Ce n'est pas une sanction, c'est juste la clé de la réflexion. Alors évidemment qu'il le considère être comme une sanction. En revanche, on est vraiment sur du temps de réflexion. D'ailleurs, le seul devoir de cette clé, c'est récupérer la confiance de la maîtresse et des camarades, mais aussi de remplir une fiche de réflexion qui est identique à travers toutes les classes de cycle 3. D'accord, donc là vous évoquez des valeurs comme l'autonomie, vous évoquez des lois ou des règles qui sont les comportements attendus. Donc on est bien dans le cadre du soutien au comportement positif comme on le racontait dans l'épisode précédent du podcast. Je voulais vous poser la question, est-ce que en mettant en place cette séance pour préparer la sortie dans le métro, vous avez eu l'idée d'autres séances que vous pourriez mener avec les élèves pour l'enseignement explicite des comportements ? On s'est aussi demandé comment on pouvait enseigner, mais à l'échelle de l'école, donc toute l'équipe enseignante. On s'est posé la question de comment enseigner les comportements attendus, mais en incluant les élèves de cycle 2 et les élèves de cycle 3. On s'est dit que peut-être que si les enfants avaient le même cadre, qu'ils voyaient et qu'elles voyaient le même cadre en début d'année, ça pourrait peut-être impacter. Déjà en termes d'énergie, parce qu'en tant qu'enseignant, on passe notre temps aussi à reprendre les élèves qui se déplacent dans les couloirs, qui ne savent pas se comporter dans les toilettes. Mais là, on a pris un temps pour se dire, mais en fait, on ne leur a jamais enseigné. En réalité, dans les établissements, il y a déjà quelque chose qu'on fait dans les enseignements explicites des comportements. Et c'est lorsqu'il y a les alarmes à incendie. On leur apprend chaque année. Lorsque l'alarme se déclenche, je laisse mes affaires, je m'évacue, je sais par où je vais passer, je sais comment je dois me déplacer, je sais où je me range. À partir de là, vu qu'on le fait tous les ans, on s'est dit on pourrait créer une vidéo où justement chaque classe prendrait en charge un lieu de l'école et en fait on pourrait, à partir d'un travail sur le langage écrit et le langage oral, présenter une vidéo avec tous les comportements attendus, en tout cas dans l'école Pasteur, au niveau des cycles 2 et des cycles 3, qui ne seraient pas les mêmes évidemment, et en faire des petites capsules à présenter en début d'année aux élèves mais aussi aux familles. Et en cas d'élèves qui auraient des écarts de conduite mineurs, peut-être leur remontrer une capsule. En tout cas, vraiment, d'en faire un projet à l'échelle de l'école, mais vraiment en intégrant les élèves à la construction de cet outil sur les comportements attendus. Alors, si vous deviez changer quelque chose à votre séance, donc on a compris qu'il y avait l'histoire des portiques que vous aviez oublié, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous changeriez ? Eh bien oui, je pense que j'avais aussi oublié de proposer aux accompagnantes de venir à cette séance justement de modelage, puisque lorsque les parents sont venus le lendemain, elles devaient aussi porter un dossard. J'ai dû vraiment leur dire, voilà, vous resterez en serre-file, leur expliquer rapidement où serait leur positionnement par rapport au rang. Mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant que les parents aussi puissent assister à cet enseignement, puisque ils et elles étaient aussi tout à fait intégrés et faisaient aussi la sortie avec nous toute la journée.
C'est vrai que les parents ont une place dans ce projet et que je vous remercie d'avoir pensé à eux. Eh bien, Madame Mamilone, merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir invités dans votre classe. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de l'enseignement explicite. Est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Laurence Fourissier, je suis enseignante en collège, professeure d'histoire-géographie j'essaie de pratiquer l'enseignement explicite. Je suis aussi formatrice académique. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette stratégie d'enseignement ? En tant que formatrice académique, j'appartiens à un groupe dans lequel je travaille sur la gestion des comportements inappropriés dans les établissements. Et du coup, j'ai été interpellée par les présentations de Steve Bissonnette, qui est un chercheur qui a travaillé en particulier sur les comportements, l'enseignement explicite des comportements. Et cela découlait de soi, entre guillemets, qu'à partir du moment où on s'est intéressé à l'enseignement explicite des comportements, on pouvait peut-être l'appliquer ou le mettre en œuvre dans la classe sur d'autres thématiques que simplement celle des comportements. Donc, en effet, c'est intéressant parce qu'on parle souvent des différents temps de l'enseignement explicite, notamment dans les disciplines. Mais toi, plus particulièrement, c'est vraiment sur les comportements sur lesquels tu t'es davantage intéressé. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans tes classes pour pratiquer un enseignement explicite des comportements ? Ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'élèves qui ont des comportements qu'on peut penser en tant qu'enseignants inappropriés, mais qui ne sont pas automatiquement simplement de leur fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas les connaître, ils peuvent ne pas savoir ce qu'il faut faire, et du coup, ils ont un comportement qui n'est pas celui qu'on attend, mais simplement, ils vont mal le faire parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Dans la classe, dès le début de l'année, je fais un enseignement explicite des comportements, mais comme c'est des élèves plus jeunes, on est en collège, j'ai choisi de partir déjà d'une base, c'est-à-dire que je ne pars pas simplement je ne leur dis pas on va réfléchir sur les comportements, parce que sinon, dans le temps imparti, on partirait dans n'importe quelle direction, mais je leur demande de partir de 5 règles d'or qui ont été développées et présentées par Jean-Claude Richoz, et entre autres, il y en a une que j'apprécie particulièrement, le professeur a le droit de travailler dans le calme. Je leur demande de réfléchir à cela ensemble, il y a différents ateliers. Tous les élèves vont réfléchir à toutes les thématiques. Et ensuite, je leur demande de réfléchir, une fois qu'ils ont réfléchi à ce que ça représentait pour eux, qu'est-ce que c'était, quel était le bon comportement qui correspondait à ceci ou cela. Je leur demande ensuite de dire, si on ne le respecte pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté ? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, j'avais des choses toutes simples du style le conseil de discipline. Ils ne savent pas trop ce que c'est, mais le conseil de discipline. Et puis lorsqu'on reprend, et là on est plein dans l'explication, le conseil de discipline, non, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être une observation. Et les élèves en seront arrivés à se poser des questions sur une forme de réparation par rapport à un comportement. Si on a dérangé un élève, on peut aller l'aider à travailler un petit peu. Donc en fait, c'est un enseignement explicite, certes, c'est pas l'organisation stricte avec un modelage. Alors le modelage, on le fait de manière ponctuelle, c'est-à-dire que quand il y a un élève qui, par exemple, ouvre la porte sans s'excuser, qui rentre avec ses camarades et que je pourrais être premièrement très énervée, j'essaie de me calmer, j'essaie de lui dire est-ce que tu vois pas quelque chose, un problème là-dessus? L'élève ressort et une fois ça m'a pris à peu près 5 minutes, mais là j'étais vraiment dans un modelage, une conduite guidée, enfin c'était un peu un mélange des deux, mais c'est parce qu'il y avait les camarades, ce qui était intéressant. Là on est dans les comportements, mais ce qui était très intéressant, c'est que les camarades ont aidé et que tout le monde a été partie prenante de dire voilà, quand on rentre et qu'on arrive en retard, on frappe à la porte, on s'excuse, on doit dire etc. Et ça et du coup il y a eu ensuite moins d'interventions ou moins de remarques à faire par rapport à ça. Voilà. Donc c'est effectivement la question que je voulais te poser. Quel effet tu as pu observer sur les élèves en termes de climat scolaire? Comment est-ce que tu as pu le mesurer ça avec tes élèves? Eh bien, il y a un premier point, c'est-à-dire que lorsque il y a un enfant qui a un comportement inapproprié, je lui dis, me permets, parce que c'est affiché dans la classe, je me permets de lui dire, je rappelle que vous avez établi ces règles
règles de fonctionnement. Et du coup, il y a déjà un rapport enseignant-élève qui est complètement différent, parce que c'est eux qui ont participé à l'élaboration de ces règles, tous ensemble. Et du coup, il n'y a pas le rejet en disant, on ne commence pas la phrase par oui mais, non mais. C'est affiché, c'est visible, et donc il y a une intériorisation plus ou moins importante, mais au moins c'est là. Ils ne peuvent pas dire non, c'est vous madame qui avez décidé ou c'est injuste. Ça, c'est déjà très important dans le climat de classe. Et là, cette année, je le vois bien parce que je l'ai fait avec des classes de petits. Et il y a un climat finalement beaucoup plus apaisé qu'avec une classe de plus grand, 4e, 3e, où je me suis dit non, j'avais déjà eu certains élèves, je n'ai pas besoin de le faire. Et bien, où je suis obligée maintenant, après quelques semaines, de revenir sur des règles de classe. C'est-à-dire que c'est ce moment de début d'année où on prend le temps d'expliquer, parce que ce que j'ai pas dit là, c'est qu'effectivement, quand on dit le professeur a le droit de travailler dans le calme, je passe dans les rangs. Si les élèves ont dit qu'est-ce que ça veut dire, on explique. Et il y a une explicitation et par moi de certaines actions et par les camarades. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. Donc finalement, tu passes par l'enseignement explicite des comportements pour engager les élèves, qu'ils puissent être partie prenante, mais parce qu'il y a aussi donc des échanges entre eux, ils modélisent même entre eux un certain nombre d'éléments. Il y a par exemple, dans les sanctions et punitions, parce que le mot est toujours plus ou moins bien employé, eh bien en fait, il y en a certains qui ont dit qu'ils devaient chanter une chanson ou lire un poème ou des choses comme ça. Si je parle de justice restaurative, c'est peut-être un mot trop fort pour ça, mais c'est qu'ils ont quand même une notion que c'est pas automatiquement sans ligne à copier, le fait de ne pas avoir respecté les règles qu'ils ont mises en place, mais c'est quelque chose où on peut essayer de prendre conscience de son comportement et de le changer en faisant quelque chose pour compenser. Voilà. D'accord. Tu disais que tu étais formatrice académique. Si tu devais donner un conseil important, majeur, pour aider des collègues à mettre en place cet enseignement explicite des comportements, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Eh bien, le premier conseil que je dirais, ce n'est pas parce que vous, enseignants, vous avez une éducation, que les élèves ont reçu la même éducation et qu'ils l'ont intériorisée. Ça permet, quand on se dit ça, d'avoir déjà une appréciation beaucoup plus apaisée du comportement de l'élève en face de soi, parce qu'on se dit peut-être qu'il n'est pas au courant. Et on peut aller dans l'explicitation de ce comportement. Si on a des élèves plus âgés, bien évidemment, à part, je me permets de le dire, c'est-à-dire on extrait l'élève de la classe, on ne le fait pas surtout devant tout le groupe, ça pose problème. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça change tout parce que l'élève se rend compte qu'on n'est pas dans la sanction, qu'on est dans l'explicitation, qu'on cherche à l'accompagner. Donc il y a vraiment déjà une autre perception du rapport enseignant-élève. Donc ça, moi je pense que ça c'est le plus important. Et voilà quoi. Donc, c'est ce que tu as. Eh ben, très bien, merci Laurence en tout cas de ces échanges. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.